Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le cri d'injustice d'une famille après la mort suspecte de leur fils dans une brigade de gendarmerie à Douala, accusé et soupçonné d'être impliqué dans une agression. Ce conducteur de mototaxi a été interpellé et sa garde à vue prolongée visait-elle à masquer des actes de torture et traitements inhumains subis dans cette brigade. Alors que la famille dénonce une bavure, une enquête interne a été ouverte. Les récits de ces faits scandaleux à suivre au cœur de ce journal. Malgré la victoire in extremis des Lions indomptables face au Mozambique, 1-0 à Tanger au Maroc, la gestion scandaleuse sur le plan logistique de leur déplacement révèle l'amateurisme qui règne dans la gestion des Lions indomptables depuis les années 80. Vous suivrez dans ce journal les révélations fracassantes de Joseph-Antoine Bell ayant vécu ces événements entre 1984 et 1994 dans un nouvel épisode de Chemin de Cannes. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Que se passe-t-il au village à Soc en Fou, dans la Mefou et à Famba, dans la région du centre? Là-bas, de nombreuses familles se plaignent d'avoir été chassées de leurs maisons et plantations. Des vendeurs de terrain ont investi ces parcelles de terre, leur interdit l'accès et les plus téméraires sont victimes de violences. Les mises en cause n'ont pas réagi aux accusations formulées contre eux, des accusations qui suscitent des remous sociaux dans cette partie de la région du centre. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Portes et fenêtres arrachées, nuits perturbées, voies de fait, menaces, tout y passe désormais à Assok. Nous avons acquis la parcelle qui pose problème aujourd'hui depuis 2014. En 2018, j'ai eu la concession provisoire et c'est depuis le 23 mars 2021 que j'ai eu la concession définitive. J'ai acquis un terrain au village Assok en 2008. J'ai fait la descente consultative le 21 septembre 2010 et j'ai eu mon titre foncier en 2013. J'ai vécu paisiblement avec mes bourreaux, mes vendeurs qui sont devenus mes bourreaux aujourd'hui, paisiblement jusqu'en date du 23 juillet 2021. C'est loin d'Assok, où ils ont pourtant leur terre, que nous les avons rencontrés. Mais que s'est-il passé pour que les acheteurs d'hier et les vendeurs se regardent aujourd'hui en chien de faïence, au point où l'accès au village est désormais filtré? Comme ils ont décidé de nous chasser depuis juillet là, je ne passe même plus là-bas. Puisque il y a des vingtaines de personnes avec des machettes, des gourdins. Le fer même que j'ai déposé pour pouvoir couler la dalle, puisque j'ai fait une fondation, j'ai élevé, il fallait couler la dalle. Tous les fers qu'il y a là, les gens ont emporté. Depuis le 23 juillet, ils ont dit que personne n'entrait plus dans ce village. Et le lendemain, c'était des agressions. Les garçons agressent tout le monde à main armée, des armes blanches. Ils ont ça à longueur de journée. Nous avons tenté en vain d'avoir la version des faits des mis en cause. L'un d'entre eux nous ayant tourné en bourrique. Assok, dans l'arrondissement de Fou, est-il devenu une zone de non-droit, au point où c'est avec l'aide de la police que l'une des victimes de cette chasse à l'homme d'un autre genre parvient à visiter son usine de production de savon, abandonnée depuis lors. Parce qu'ils ont envahi l'entrepôt où j'ai stocké la matière première et sa suite, et aujourd'hui, ils habitent mon entrepôt. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de la matière première et des produits finis qui étaient là-bas. L'usine est fermée, les employés sont à la rue. Je ne sais même pas comment je vais les gérer. Disons que c'est 50 familles. C'est quand même de trop. Curieusement, plusieurs plaintes ont été déposées auprès de diverses autorités. Mais comme si elles s'étaient passé le mot, aucune n'a prêté une oreille attentive au calvaire de ces populations. Tous ceux qui ont pu bagarrer jusqu'à avoir la convocation, quand on les convoque, ils ne se présentent jamais. Ils ont une prétendue grand-mère qui les couvre. Donc, c'est cette grand-mère qui les encourage donc à poser tous ces actes-là. Elle est magistrat hors hiérarchie qu'on ne peut l'amener nulle part au Cameroun. Elle ne laisse accès à personne. Même quand on porte plainte chez eux, elle les couvre. La gendarmerie vient, c'est Madame Essenome qui doit les représenter. J'étais l'autre jour même au champ avec des enfants, ils ne m'ont pas laissé. Ils étaient au moins 25 sur moi avec la machette. J'ai été obligé de me livrer.
Si nous avons rencontré une dizaine de victimes, il faut noter qu'elles sont plus nombreuses dans cette situation, certaines ayant choisi de souffrir dans le silence. Cela s'apparente à une bavure des hommes en tenue, selon la famille de Youssouf, 27 ans, conducteur de moto-taxi retrouvé mort dans une cellule de la brigade de gendarmerie de Mbopi. C'est du moins ce que déclare la famille du défunt. Arrêté il y a seulement quelques jours et placé en garde à vue, son décès survenu dans des circonstances troubles a provoqué la colère de la famille. Elle s'insurge contre des actes de torture ayant conduit à la mort de leur enfant. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer les causes réelles de sa mort. Le récit des faits dans cette enquête, signé Eric Watat et Ulrich Ngonomala. 7 octobre 2021, un jeune homme de 27 ans est déclaré mort à la brigade de gendarmerie de Mbopi. Jamil Molium a passé 3 jours dans la cellule de la dite brigade. Il a été arrêté au petit matin du 4 octobre dernier suite à une plainte déposée contre lui pour agression. Une opération qui aurait été orchestrée le 30 septembre à kilomètre 5 dans le 2e arrondissement de Douala. Pourtant, aucun indice ne l'incrimine véritablement, comme le relate l'inconsolable maman. Il me dit, Jamil lui est pris sur la moto, devant Général à 6 heures. Quand il est arrivé sur les rails de kilomètre 5, une moto est sortie par derrière. Les cognés, ils sont tombés. Jamil n'avait pas de couteau, Jamil n'avait pas de lame de rasoir, selon ce que le plaignant a parlé. Il dit, mais par comment alors il t'a alors agressé? Il dit, il lui a accusé parce que quand on a sorti le couteau, quand la moto qui est venue par derrière les cognés a sorti la moto pour vouloir le poignarder avec, Jamil a fui et le laissé à terre. C'est pour cela qu'il a laissé son sac au dos qu'il avait entre les mains pour qu'on ne le tue pas. Et ces gars lui ont fouillé, ils ont sorti 8500 sur lui, le client. Il dit, c'est Jamil qui t'a fouillé? Il dit non, ce n'est pas Jamil qui lui a fouillé. L'enquêteur m'a dit qu'on a effacé les images sur la caméra de surveillance à l'agence générale. Ils disent qu'ils vont prendre son dernier numéro, ils vont amener son numéro MTN à l'agence MTN pour vérifier tous ces appels qu'il a passés le 30, la journée du 30 et la nuit du 30. Quand ils ont vérifié, à 5h30, ça a montré qu'il était déjà à la maison chez moi à la BP Cité, en train de faire la prière. Le pire dans cette histoire, elle n'est pas autorisée à voir le corps de son garçon. Transporté directement à la garnison militaire de Bonanjo jusqu'au lundi 11 octobre, jour de l'autopsie, le choc est très violent. La dépouille présente les traces d'une extrême violence. Parce que ça me dépasse. Comment on peut garder quelqu'un en cellule alors qu'il n'y a pas de preuves? Je suis dépassé. Et on tape même quelqu'un qui n'a... On bastonne une personne. Déjà les premiers insignes, bras droit de l'enfant, c'était un peu serré comme quelqu'un qui a porté la montre pour peut-être 3 mois. Son pied droit était un peu... Il y avait des blessures au niveau des tibias. Ainsi que les plantes de pied droite aussi, et les orteils, au niveau des orteils, on a vu les taches de sang. Ensuite, au niveau de, je ne sais pas, son us, il y avait un peu de taches de sang. Et en plus de ça, les narines aussi, un peu de sang qui coulait au niveau des narines. C'est donc un pilier qui s'en est allé dans des circonstances tragiques. Après le décès de son père, Jamil avait abandonné les études pour subvenir aux besoins de sa famille. Du bon vivre, il en procurait dans son entourage. Un enfant exemplaire, trop respectueux. Quand on s'est rencontrés en route, non, c'est lui-même qui klaxonne. Tata, tu rentres déjà. Il m'accompagnait jusqu'à quand il arrive devant mon portail comme ça. Il gare sa moto. Il monte au portail, il monte à l'étage pour me laisser, pour se rassurer que sa grande soeur est rentrée dans la maison avant de repartir. Même quelqu'un en ce quartier n'a jamais vu jamais manquer le respect à quelqu'un. Donc on peut dire même qu'il a agressé, donc même plus de là. On ne connaissait pas ça de Jamil. C'est pas parce que quelqu'un est mort qu'on va bien parler de lui. Moi je vous parle de ce qu'il a vécu avec lui. L'autopsie étant en cours révélera les causes réelles de sa mort.
Mais la famille qui demande justice dénonce déjà un assassinat. La gendarmerie d'Mboppi a tué mon enfant. La gendarmerie d'Mboppi a tué Jamil. Jamil Moulo Youssouf est mort en cellule de la gendarmerie de Mboppi. L'augmentation des prix des produits alimentaires continue d'être observée sur les marchés à Douala et Yaoundé. C'est le constat que fait l'Institut national de la statistique dans ses derniers rapports rendus publics en août sur l'indice des prix à la consommation finale des ménages pour le mois d'août 2020. Évocation avec Achille Kamga. Dans la ville de Douala, la hausse des prix à la consommation finale des ménages découle, selon l'Institut national de la statistique, de la décélération des prix des produits alimentaires, plus 0,2%, après plus 1,0% en juillet, des loisirs et cultures, plus 0,3%, et du rebond des prix des articles d'habillement et chaussures, plus 0,4%. L'INS indique que l'accroissement des prix des produits alimentaires résulte du rebond des prix des poissons et fruits de mer, de l'ordre de 4,4%, ainsi que des huiles et graisses, plus 0,2%, de l'accélération des prix du lait, du fromage et des œufs, plus 0,6%, tout comme ceux du sucre, de la confiture, du miel, du chocolat et de la confiserie, plus 0,5%. À Douala, si l'augmentation des prix des poissons et fruits de mer découle de celle des produits de mer congelés et autres produits séchés ou fumés, la hausse des prix du lait, fromage et œufs fait suite à celle des produits laitiers. Les prix des articles d'habillement et chaussures, quant à eux, ont progressé dans le sillage de ceux des tissus d'habillement, des tenues scolaires, des chaussures pour hommes et enfants. À Yaoundé, le rapport de l'INS indique qu'au mois d'août, l'indice des prix à la consommation finale des ménages a augmenté à un rythme moins soutenu qu'en juillet, c'est-à-dire de plus 0,2%, après plus 0,3% le mois précédent. Ceci se justifie par la hausse des prix des transports, plus 0,5%, des restaurants et hôtels, plus 0,8%, et des produits alimentaires, plus 0,1%. L'Institut national de la statistique renseigne que les prix des transports progressent du fait notamment de l'accroissement des prix du transport routier de passagers, de transport aérien de passagers, des pièces détachées et accessoires pour automobiles, ainsi que ceux de l'entretien et réparation des véhicules particuliers. Les prix des poissons et fruits de mer augmentent en lien avec l'accroissement des prix des poissons frais, des poissons et autres produits de mer congelés, ainsi que ceux des poissons et autres produits séchés ou fumés. Les prix des viandes augmentent dans le sillage de ceux de la viande de bœuf et de la viande de porc. Dans ce chapitre économie, l'Afrique centrale mise désormais sur l'économie verte et pour ce faire, l'élaboration d'un guide des obligations vertes sociales et durables est nécessaire. C'est ce qui justifie la tenue d'un atelier sur l'élaboration de ce guide organisé à Douala sous l'initiative de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale en partenariat avec la Banque mondiale. Objectif principal, promouvoir les opportunités de la finance verte, sociale et durable comme vecteur de développement du marché financier unifié d'Afrique centrale. Il s'agit durant ces travaux de présenter l'expérience de la Banque mondiale dans ce domaine, les modalités d'accompagnement des États de la CEMAC dans la structuration d'émissions d'obligations vertes, sociales et durables. Pour comprendre davantage ces opportunités, je vous invite à suivre une attitude du président de la COSUMAF qui s'exprime à ce sujet. L'économie verte, c'est tout ce qui porte sur l'environnement, le climat. Aujourd'hui, vous entendez parler des défis climatiques, des changements climatiques, l'environnement, la défense de l'environnement. C'est maintenant que nous sommes en train de préparer la mise en œuvre des financements verts, donc de l'économie verte. Et nous avons, avec nos partenaires de la Société financière internationale, élaboré un guide pour la levée des fonds. Donc ce guide sera publié, mis à la disposition des États et du grand public, notamment des entités privées qui ont envie d'emprunter de l'argent sur le marché, de la même façon qu'aujourd'hui, les entités publiques ou privées empruntent de l'argent sur le marché ordinaire pour réaliser des travaux. Dans le Grand Nord, une colère et révolte muette se dessine
C'est du moins ce que révèle Aboubacar Ousmane Meh, fils de l'ancien inspecteur fédéral et gouverneur de la grande province du Nord, plus de 40 ans après le décès du premier président Amadou Ahidjo, ami et proche de l'ancien gouverneur de cette province. Aboubacar Ousmane Meh déplore la manière avec laquelle le gouvernement gère ces 3 régions septentrionales et notamment refuse de mettre tout en œuvre pour le retour de la dépouille du premier président Amadou Ahidjo. Il était l'invité de l'émission La Vérité en face. Je vous invite à suivre un morceau choisi de son intervention dans cette émission. Pourquoi, après 40 ans, le Grand Nord est aussi méprisé? Je peux dire c'est comme si, même pas comme si, c'est le cas, c'est un complot aussi simple que ça. Vous prenez la route nationale numéro 1 qui est celle que vous prenez là de Garoua, de Ngaoundéré jusqu'à Kousséri. Mais elle existait bel et bien, elle était là, elle fonctionnait parfaitement, mais elle n'existe plus. Pourquoi elle n'existe plus? Voilà. Dans quel état se trouve-t-elle aujourd'hui, puisque vous l'avez emprunté? Il y a des budgets, il y a des hommes, il y a un ministre des Travaux publics qui a fait plusieurs tours déjà. Des ministres d'ailleurs ont fait des tours. Et aujourd'hui, Ngaoundéré, Garoua, déjà même à l'intérieur de Ngaoundéré pour arriver à Dan, c'est un cirque terrible. Alors, vous prenez maintenant l'axe Maroua-Garoua jusqu'au carrefour qui va à Kaélé, ça tient un peu, mais après vous retombez dans l'Anas. Bon, il y a le morceau Mora-Maroua qui a été travaillé, mais le reste est... Or, avec l'économie qui ne passe pas, quelqu'un qui achète un petit bus pour gagner de l'argent là-dedans, les transporteurs, nous sommes tout le temps ensemble. Les véhicules, mais ils travaillent que pour les véhicules. Finalement, les transporteurs n'ont aucun bénéfice. Il faut payer les taxes, il faut payer le carburant, et puis à la fin, c'est le mécanicien qui prend le bénéfice. Donc on tourne à perte. Quand vous prenez donc ça, cet aspect, et vous mettez l'insécurité là-dedans, le Grand Nord, on survit. Dans l'escale internationale, un marathon judiciaire vient de démarrer au Burkina Faso plus d'une trentaine d'années après l'assassinat de Thomas Sankara et certains de ses compagnons. 14 personnes sont jugées dans le cadre de cette affaire, dont l'ex-président Blaise Compaoré ayant trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Pour des familles des victimes, l'ouverture de ce procès permettra de faire la lumière et surtout d'apaiser les cœurs. D'autres précisions avec Nadine Yambou. C'est un procès historique qui s'est ouvert à Ouagadougou au Burkina Faso. 14 personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré, sont jugées devant un tribunal militaire dans le cadre de l'assassinat du leader de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, 34 ans après les faits. Considéré comme le principal accusé, Blaise Compaoré a boycotté ce procès. Dans un communiqué, ses avocats ont dénoncé un procès politique et une juridiction d'exception. En exil en Côte d'Ivoire depuis son départ du pays en 2014, également sous le coup d'un mandat d'arrêt international, l'ex-président Blaise Compaoré est accusé d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de son frère d'armes et de complicité de recel de cadavres. L'autre grand absent durant cette première audience, Hyacinthe Kafando, soupçonné d'avoir mené le coup fatal contre Thomas Sankara. Tous deux seront jugés par contumace. Dans le box des accusés, Gilbert Diendéré, l'ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré lors du putsch de 1997. Il purge déjà une peine de 20 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État lors du coup d'État manqué de 2015. Pour de nombreuses familles des victimes, parmi lesquelles l'épouse de Thomas Sankara, présente à la première audience, l'ouverture de ce procès est l'épilogue d'un long combat judiciaire qui permettra de faire jaillir toute la lumière sur les circonstances de ce meurtre et apaiser les cœurs après 3 décennies de tourmente. Durant 27 ans, la mort de Thomas Sankara est restée un sujet tabou au Burkina Faso.
Le dossier a connu un coup d'accélérateur lors de la transition après l'insurrection populaire du 31 octobre 2014 qui a conduit au renversement de Blaise Compaoré du pouvoir. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles les Lions indomptables ont effectué le déplacement du Maroc, les différents joueurs ont battu in extremis leur adversaire mozambicain, 1-0. Une victoire qui permet au Cameroun d'entretenir l'espoir d'une qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. D'autres détails avec Raoul Taboufoué et Roméo Ngola. Au Maroc autour de 3 h du matin pour une rencontre qui se disputait à 14 h, l'équipe nationale du Cameroun éname le gardien mozambicain. Aucune autre action concrète à se mettre sous la dent jusqu'à la pause. On ouvre le score à la 67e minute d'un coup de tête de Michael Ngande Ngandu. Le scandale décrié dans la gestion logistique des Lions indomptables est loin d'être un cas isolé. En parcourant l'histoire de la participation des Lions indomptables aux compétitions internationales, il en ressort qu'un amateurisme règne en maître. Certains dirigeants ont manœuvré à coups de mensonges et de manipulations pour influencer le choix des entraîneurs et souvent détourner sans aucun scrupule les primes de ces joueurs. 40 ans après avoir vécu ces frustrations, victime de cabales montées de toutes pièces, l'un des meilleurs joueurs africains, Joseph-Antoine Bell, fait des révélations fracassantes. Il s'exprime à cœur ouvert sur la gestion calamiteuse de la cuvée des Lions entre 1984 et 1994. C'est dans ce reportage, un nouvel épisode de Chemin de Cannes, signé Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Imperturbable, Joseph-Antoine Bell parvient à s'imposer à l'Olympique de Marseille, dont il devient le capitaine. Le rôle d'un capitaine, c'est aussi de calmer les esprits. Mission accomplie par Bell. Décontraction et concentration pour le gardien de l'OM. Humour aussi. Si vous lui jetez des cacahuètes, Bell ne se vexe surtout pas, il les mange. Effettua il cross chez le portiere Milla et para. Au propre comme au figuré, Bell Joseph-Antoine a été plus qu'un ange gardien en équipe nationale du Cameroun et dans tous les clubs où il a joué, cumulant des qualités de leader naturel et leader technique. Il s'est toujours imposé par son jeu et la gestion de ses coéquipiers sur le terrain. Pour son regard critique de l'organisation et la gestion de l'équipe nationale et le football camerounais en général, Bell Joseph-Antoine, pour son influence, devient le mal-aimé de certains dirigeants du football camerounais. Ces péripéties commencent à la Coupe d'Afrique des Nations de 1984, dans un pays où l'environnement lui est pourtant familier, pour y avoir passé 2 ans, à l'Africa Sport d'Abidjan. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas moi, 36 ou 40 ans plus tard, vous soulevez quelque chose. Si vous vous retrouvez comme là, en train de sélectionner quelqu'un qui a joué en Côte d'Ivoire et qui a annoncé aux Ivoiriens qu'il n'encaisserait pas 5 buts pendant tout le championnat, qu'il a réalisé, qui a été champion de Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe. Si vous êtes au courant que ce type-là, dans un match, une équipe adverse a raté 3 pénaltys, dont 2 arrêtés et 1 au-dessus, ces choses-là vous amènent à penser qu'il a un ascendant psychologique sur les joueurs de ce pays-là. Et quand vous êtes dans le groupe avec l'Égypte, l'Égypte où le garçon évolue et où des Égyptiens pharaoniques qui sont très narcissiques le déclarent meilleur gardien africain pour eux, alors qu'ils ont toujours désigné leur propre enfant qui s'appelait Ekrami. Si vous avez tout ça, vous vous dites, ces adversaires-là vaut peut-être mieux leur opposer ce type pour lequel ils doivent avoir l'habitude de nuit blanche. Et quand vous savez que le 3e adversaire du groupe s'appelle Togo, qu'avec Arab Contractors, on a gagné la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe face à une équipe togolaise, vous vous dites que vous avez quelqu'un qui vous donne un avantage psychologique. Mais ça, évidemment, non, pas du tout. On n'y a même pas pensé. Vous y pensez, vous n'étiez pas né. Sous la pression des dirigeants camerounais, Joseph-Antoine Bell est mis au banc de touche, venant pourtant de gagner le championnat et la Coupe d'Égypte et la Coupe d'Afrique des clubs champions avec Arab Contractor,
à la saison 82-83. L'encadrement tout entier était parti de l'idée que, après notre très belle Coupe du Monde en 82, particulièrement la prestation de Thomas Kono, les profanes en ont déduit que avec lui, on n'encaisse pas de but et qu'avec lui, on ne perd pas de match. Dans leur tête, Tommy qui jouait en Espagne, ils avaient pu s'arranger pour qu'il puisse jouer les 2 premiers matchs. Titularisé finalement au dernier match de groupe classé à haut risque contre les éléphants de Côte d'Ivoire du pays organisateur, Joseph-Antoine Bell fait si bien son bonhomme de chemin et remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations dans la cage des Lions indomptables, en finale face aux Green Eagles du Nigeria. Le match était pourri parce que nous avions perdu le premier match, gagné le deuxième. Le nombre de buts marqués et encaissés faisait qu'avec les Ivoiriens, nous étions désormais à égalité parfaite. Et cette égalité parfaite signifiait qu'en cas de match nul lors du 3e match, on irait au tirage au sort. Le Cameroun de 84 avait bien le souvenir du Cameroun de 72, où le Maroc et le Congo étaient arrivés à égalité parfaite. L'un d'eux devait être l'adversaire du premier du groupe de Yaoundé, s'appelait tout simplement Cameroun. Et donc le tirage au sort, tout le monde avait senti que ce tirage au sort avait été effectué de manière à pouvoir faciliter les choses du pays organisateur. Et donc le Maroc, qui revenait de Coupe du Monde 70 avec de belles performances quand même, semblait plus redoutable que le Congo. Et donc voilà comment le Congo avait été tiré au sort. Donc je crois que les dirigeants de l'époque, désormais, avaient bien peur qu'on en arrive au tirage au sort avec la Côte d'Ivoire. Et 1986 en Égypte, les mêmes manœuvres se reproduisent. Le Français Claude Leroy, devenu sélectionneur des Lions en 1985, suit à la lettre les conseils viciés des dirigeants camerounais qui ont fait ami-ami avec lui à son arrivée au Cameroun, orientant surtout son choix sur Thomas Kono pour aller jouer devant un public qui redoutait pourtant bien Bel Joseph-Antoine pour avoir fait ses preuves dans le championnat égyptien avec Arab Contractor. Est-ce que vous avez fait aussi dans la même logique? Oui. De ne pas... Pourtant vous avez joué en Égypte et vous deviez... Mais là vous dites quelque chose, vous le pensez aujourd'hui, mais Claude Leroy, après 86, quand je le rencontre en 87, c'est lui-même qui dit c'était une erreur psychologique. En dehors de toutes les autres considérations, il dit quand on est arrivé là-bas, je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise. Parce que tout le monde demandait, mais où Antoine? Tommy a fait certainement une belle compétition, mais vous recherchez le plus. Donc le jour où on perd au pénalty face aux Égyptiens, Claude Leroy se dit que les mêmes Égyptiens n'auraient pas été aussi sereins s'ils avaient eu en face d'eux quelqu'un qui d'ailleurs est parti précisément d'Égypte en ayant arrêté un pénalty le jour de Zamalek. Comment je m'en souviens? Simplement parce que c'est le jour où mon fils est né. À la CAN de 1988 au Maroc, Claude Leroy, qui avait juré qu'on ne l'y prendrait plus, choisit le capitaine de l'Olympique de Marseille, qui doit faire des allers-retours entre la France et le Maroc, disputer le championnat et la CAN. Et Claude Leroy, cette fois-là, avait vu juste. Les Lions indomptables et Bel Joseph-Antoine sont champions d'Afrique pour la 2e fois de leur histoire. À la 17e Coupe d'Afrique des Nations en Algérie, les Lions indomptables ont un nouveau sélectionneur, le Russe Valeri Nepomniachtchi. Et les dirigeants, comme à leur habitude, font leur petit malin pour écarter Joseph-Antoine Bell de la sélection. Mais peine perdue, lui-même ayant décidé qu'il n'irait pas à cette CAN. Les détenteurs du trophée, éliminés au premier tour, ont les yeux rivés sur la Coupe du Monde 90. Les problèmes de prime de l'Algérie se déportent en Italie. Bel Joseph-Antoine, dans son rôle d'éclaireur, pose la question sur la table. Nous étions encore à une époque où parler de primes était quasiment tabou, où les dirigeants pensaient que le short, le maillot d'entraînement qu'on vous donne, un survêtement d'entraînement ou les chaussures de foot, vous avez beaucoup eu cette expression-là. Les joueurs de 82 ne peuvent pas l'oublier, parce qu'il y a un journaliste, Abel Mbengue, qui avait lancé à la face des joueurs que vous avez beaucoup eu, parce qu'ils venaient de recevoir des coupes-vents qu'on appelait Kawe,
et quelques babioles d'entraînement, vous avez beaucoup eu. Et pendant ce temps, cela vous interdit de discuter de vos primes, de demander quelles sont nos primes. Donc en 90, il avait fallu se battre pour obtenir des primes et pour obtenir des primes correctes. Pourquoi Joseph-Antoine Bell a-t-il osé parler des primes? Le chef de la délégation, le ministre des Sports Joseph Fofé, lui colle l'étiquette de subversif et d'antipatriote d'avoir incité ses coéquipiers à la révolte. Ils ont annoncé ce 8 juin que Joseph-Antoine Bell était radié. Mais il l'avait radié de bouche comme de vrais bandits. Ce n'était écrit nulle part. Il n'y a eu aucune session d'une quelconque commission de discipline. Donc ils ont annoncé ça pour faire un contre-feu. Ils vendaient nos résultats à la présidence contre la tête de Joseph-Antoine Bell. Donc c'est Joseph-Antoine Bell, lui il met le désordre, le reste de l'équipe marche bien. Sauf que la présidence a ses moyens aussi. Donc en fin de compte, la présidence va bien savoir que les rapports là sont faux. Mis à l'écart des feuilles de match, Bell accompagne néanmoins le groupe jusqu'en quart de finale contre l'Angleterre. Et pour le ministre Fofé, qui est donc le sommet du département, ils ont un problème, c'est que le président de la République, qui est le père de tout le monde, attend cette délégation. Et pour eux qui ont menti, il ne faut pas qu'il y ait un indice qui prouve que Joseph-Antoine Bell est un martyr. Ils ne veulent pas que je vienne, parce que les rapports qu'ils ont faits à la présidence ne seraient plus cohérents. Mais bien sûr, énormément, parce que l'orgueilleux et antipatriote doit s'énerver de ne pas jouer, doit tout casser parce qu'il ne joue pas, doit tout abandonner. Or, qu'est-ce que ce type fait à s'humilier, à accepter d'être écarté de l'équipe et de continuer à rester auprès de ses coéquipiers, en jouant le même rôle et en étant suivi par les mêmes coéquipiers qui ne tiennent pas compte du fait qu'il joue ou il ne joue pas. Ce qu'il leur dit leur convient, les motive et ils suivent. Et ils sont d'accord avec lui. Et même, sacrilège, ils sont solidaires de lui en dehors du terrain. Il ne joue pas. Mais quand vous touchez à Joseph-Antoine Bell, les 21 autres viennent. La vérité mise à nu, Joseph Fofé et tout son clan sont limogés de leur poste. Le ministre Fofé et sa bande ne voulaient pas. Ils voulaient que je fasse comme ils souhaitent, c'est-à-dire que depuis l'Italie, que je rentre à Bordeaux. Et comme ça, j'aurais confirmé que j'étais un orgueilleux qui n'a pas supporté de ne pas jouer, qui est jaloux de ceux qui ont joué. Voilà. Et donc, voilà, je suis venu au Cameroun et ça a précipité la chute de tous ceux qui avaient été dirigeants à cette époque-là. Personne n'a remarqué, mais je ne veux pas les citer aujourd'hui, ils sont décédés. Mais si vous regardez leur carrière, voilà, à la suite de 90, au lieu que eux aussi soient déifiés comme les joueurs, eux, ça n'a pas été le cas parce que le sage de Toudi a su ce qui s'est réellement passé. Les Lions repartent à la CAN Sénégal 92. Les hommes ont certes changé, mais l'organisation et le fonctionnement restent les mêmes. Le Cameroun est éliminé en demi-finale. Heureusement, déjà en 92, les problèmes ont été amortis par la présence du ministre Mbombo Njoya, que je connaissais désormais depuis 84 au moins. Donc on avait pu gérer un peu les carences et la crise. Donc 92, ça n'a pas secoué. Mais 94, il n'était plus là et on a eu l'impression qu'on a refait 3 pas en arrière. Et donc 94, les primes se discutaient à nouveau le jour de match. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.